Regardez, écoutez, c'est nouveau. C'est TV Vendée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la grande émission sur TV Vendée. Bonjour Alix, tout va bien. Alors vous êtes orpheline aujourd'hui? Ça va très bien, oui. Oui, Je suis la Grégoire seule n'est pas là. chroniqueuse aujourd'hui. Bon, alors vous allez nous parler de quoi tout à l'heure dans l'émission? J'ai appris cette semaine à faire de la peinture sur porcelaine. Très bien. Voilà. Et Grégoire nous emmènera tout à l'heure au manoir de Poncet, à Saint-Marc-des-Prés, tout près de Chantonnay, une magnifique demeure qui appartient à la même famille depuis 1644. Et on y trouve dans cette demeure le pigeonnier le mieux préservé du département. Vous verrez cela tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur, je le dis rarement, mais là c'est vraiment le cas, d'accueillir Jean-Laurent Cochet sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Mais il est réciproque. Bon, très bien, on verra ça à la fin de l'émission. Vous êtes donc metteur en scène et vous donnez depuis 2 ans maintenant des cours en Vendée, dont 5 masterclass. Alors les masterclass sont donc des cours de théâtre en public, et puis également des Vendéens suivent des cours tous les 15 jours avec Jean-Laurent Cochet. Et puis vous êtes accompagné de 2 élèves. Alors tout d'abord Julien Coquet, c'est bien ça? C'est ça. Vous étiez vous élève l'année dernière de La Julien. saison dernière en Vendée, oui. Et désormais vous avez rejoint les cours de Jean-Laurent Cochet à Paris. À Paris, oui. Donc Je suis a arrivé en priori septembre. vous deviez être assez performant. Oui, c'est un très bon fleuron. C'est un très bon fleuron. Il a de l'avenir? Je pense. Ouais. Maintenant, on hésite pour dire ça, étant donné ce que devient le théâtre en général. Mais si on veut, on peut. Bon. Et puis Romain Trichereau, alors vous, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la promotion de cette année. Voilà. Que vous avez rejoint. Alors, Très beau fleuron aussi. très beau fleuron aussi. Ah oui. Ouais. Vous allez l'emmener aussi à Paris, celui-là? Il y a de fortes chances. Ah. Même de force au besoin. De force. J'ai les yeux qui brillent. Ouais. Ah, mais Alors- j'ai des éléments merveilleux. Alors, vous donnez des cours donc, à Paris depuis maintenant près de 40 ans, 1966. Plus que ça? Le cours Cochet, c'est 1966. Ah, le cours Cochet, hein. oui, mais avant d'ouvrir le cours, Oui, vous avez- j'avais commencé. Ouais. Et quand j'avais été engagé à la Comédie Française, j'ai tout de suite commencé à donner des cours. Avant que vous ne démissionniez de la Comédie Française. Avant que je ne Vous avez beaucoup démissionne. démissionné dans votre carrière quand même, non? Beaucoup. C'est pour ça qu'on a cru souvent à des foucades, alors que c'était simplement le résultat d'une partie immergée de l'iceberg qui tout d'un coup disait ça va bien comme ça maintenant. Alors, quand on vous présente, on dit Jean-Laurent Cochet a notamment formé Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Richard Berry, Fabrice Lucchini, Michel Larocque. Est-ce que ça ne vous agace pas au bout d'un moment qu'on ne vous présente qu'à travers les gens que vous avez formés, qui sont connus? Oh non. Non. Oh non, C'est flatteur en même temps. Ah oui, c'est très flatteur. Surtout ceux-là. Surtout ceux-là, puis il y en a eu beaucoup beaucoup d'autres. d'autres. On cite ceux-là parce qu'ils sont devenus les Ouais. premiers, mais c'est très flatteur et puis c'est très enrichissant, surtout quand eux sont fidèles. Quand ils deviennent des personnages importants dans le métier Il n'oublie pas. et qui n'oublient pas. C'est pas tout le monde, mais l'ingratitude est une chose naturelle, disait Monterland. C'est pour ça qu'il faut la favoriser chez les autres. non, quand il y a des gens comme ça, tout à fait remarquables, qui continuent, d'ailleurs, je dis pas à prendre des cours, mais on se voit beaucoup, on s'appelle beaucoup, et puis on continue à parler métier, sont des gens... Ils n'auraient jamais atteint cette place-là si ça n'avait pas été avant tout des gens qui travaillent, Ouais. mais parce que le don, c'est une chose, ça peut disparaître assez vite, et on ne tient pas, la carrière se fait sur la durée. Mais ce sont des gens qui travaillent encore aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que, par exemple, vous donnez encore des cours aujourd'hui à des personnalités, des grands comédiens qui ont besoin toujours de progresser? Oui, c'est pas vraiment des cours, ce sont, si vous voulez, des rencontres avec Fabrice. Surtout, on bavarde beaucoup du choix de ses textes et du mouvement, du rythme de certains de ses spectacles. Et puis, il nous arrive, je me souviens qu'on avait fait, sans être sûr qu'il y ait un résultat concret, on avait passé plusieurs semaines avec Richard Berry et Fabrice à travailler, Fabrice Lucchini, à travailler le misanthrope. Ouais. En se disant peut-être on aura une occasion, un festival, chose comme ça. Bon, ça s'est pas fait, ils avaient trop de films à faire, mais on se retrouvait chez l'un des deux et on travaillait comme on l'aurait fait dans un cours. Là. Vous savez, on est les seuls. Si on ne travaille pas, il y a ceux qui travaillent justement, mais sinon on serait les seuls artistes à ne
pas s'entretenir, donc à ne pas s'enrichir. Les plus grands danseurs étoiles font tous les matins leur bar, font leurs cours, les chanteurs, pareil, les instrumentistes, n'en parlons pas. Alors c'est quelquefois plus difficile pour les comédiens, parce qu'une fois qu'on est entré, si on peut dire, dans le métier, il s'agit d'y rester. Alors le temps est vite consacré aux relations, à la recherche du travail, mais on ne peut pas ne pas s'arrêter. Mais moi je me rends compte, j'ai ouvert mon cours très jeune, mais je suis sûr que j'aurais pas eu l'évolution que j'ai eue dans tous les domaines si ça n'avait pas été par ce cours. Je suis mon premier élève, moi, en permanence. Comment expliquer, on reviendra tout à l'heure sur le métier de comédien, car c'en est un métier, vous le dites d'ailleurs. Oui. Comment êtes-vous arrivé en Vendée? D'abord, vous étiez un fidèle du Festival de Terre-Neuve, je crois, hein, à Fontenay-le-Comte. C'est un peu ce qui vous a amené ici? Oui. J'avais eu des relations en Vendée, mais enfin comme ça, des amis, j'en avais connu un petit peu ce qui est superficiel. Et puis j'ai eu des relations, j'ai commencé à avoir des relations avec Philippe de Villiers quand il était au ministère de la Culture à Paris, où malheureusement il n'est pas. Ça fait 22 ans déjà. Oui, ça fait un petit bout de temps. Et c'est à l'époque, il m'avait demandé, c'est drôle, j'aurais jamais imaginé que ça se concrétiserait d'une certaine manière. Il m'avait demandé si je voulais m'installer en Vendée pour y créer justement un centre et qui aurait rayonné dans tout le département. Et ça m'avait séduit, mais c'est une époque où j'avais encore beaucoup trop de travail à Paris. Alors ça s'était pas fait. Et puis un jour, l'occasion s'est rencontrée effectivement d'aller au Festival de Terre-Neuve, qui est un lieu que j'adore. Et c'est là que j'ai découvert plus en profondeur la Vendée, le pays, les habitants, et j'en suis vraiment tombé amoureux. Ah oui, je le disais encore hier soir, où on faisait un petit gala à Luçon, je disais pour moi c'est un petit peu un microcosme d'une France réunie, en dépit de tout problème qu'il peut y avoir, mais où les choses se font avec toujours infiniment, vous l'avez prouvé encore ce matin, mais c'est partout un accueil. Écoutez, je vais vous faire un compliment, car pour moi c'en est un, on se croirait en Suisse. On ne peut rien faire qu'on ait l'impression qu'on était attendu. Et puis c'est le sourire, et puis c'est cette espèce de bien-être qui fait qu'en quelques secondes on se dit là je suis chez moi, et c'est exceptionnel. Ça, à Paris on ne sait plus dans quelle jungle on vit, cette espèce de pollution aussi bien sonore. Et ah oui, je me sens merveilleusement chez moi. Et c'est comme ça que tout naturellement, on est passé des spectacles d'été à l'idée qu'on pourrait faire une antenne de mon cours. Alors, ici. Julien et Romain, comment vous êtes arrivés au cours de Jean-Laurent Cochet? D'abord, qu'est-ce que représentait Jean-Laurent Cochet pour vous? Est-ce que c'était un nom que vous connaissiez? Oui, de nom comme ça, sans vraiment m'y être penché. Et du coup, je me suis intéressé quand j'ai vu les affiches qui sont pour faire partie de la masterclass. De là, je me suis intéressé. Et du coup, c'était une opportunité pour moi à ne pas laisser passer. Enfin, c'est quelque chose... Vous aviez déjà suivi des cours de théâtre auparavant? Oui, je fais beaucoup de théâtre, du théâtre amateur. Énormément, c'est une passion depuis très jeune. Et j'ai arrêté sur une petite période parce que je faisais du sport. Puis finalement, j'ai repris parce que la passion du théâtre était beaucoup plus forte. Et forcément, oui, quand j'ai vu la possibilité de faire les masterclass... C'est quelque chose que je ne voulais pas laisser passer. Et Julien, vous connaissiez Jean-Laurent Cochet? Mais de nom également. Et en fait, moi, j'ai lu un article la saison dernière dans le journal du Conseil Général qui présentait justement ces masterclass. Et puis, je me suis renseigné. C'était sur dossier la saison dernière. Et puis, ma foi, ça s'est fait. Et dès le premier cours, voilà. Je ne sais pas, Romain, comment ça s'est fait, mais c'est... S'inscrit qui veut, en fait, à ces cours. Mais il y a une sélection, ensuite, du maître? Oui, non, comme c'était très difficile à faire l'année dernière, justement parce qu'il y avait eu tellement de monde, alors il fallait serrer en fonction, pas des âges, mais des études, de certains élèves. Parce que cette année, on a fait ça sur dossier, naturellement, bien sûr, avant, parce que comme il y en a des centaines, il faut quand même répertorier. Comme on ne prend jamais plus d'une trentaine d'élèves par an, et que se sont présentés, et ça c'est merveilleux, et ça je l'ai aussi à Paris, j'ai un cours spécial qu'on a créé pour tous les gens, de quelque âge que ce soit, qui ont envie de refaire ce métier quand ils l'ont déjà fait, de le découvrir côté travail parce qu'ils aimaient le théâtre,
Alors là, cette année, par exemple, on a un mélange de gens, ça va de 18 ans à plus que mon âge, pour ne pas le dire. Et ça permet de travailler avec des gens de différents emplois, de différentes cultures. Ça permet de jouer des scènes qu'on n'aurait pas pu faire l'année dernière. Ou par exemple, je parle de l'audition de sortie qui a eu lieu il y a 2 jours. L'année dernière, ça avait été uniquement sur les Fables de La Fontaine, puisque c'est la base de mon enseignement, ce qui est d'ailleurs très difficile. Ils avaient obtenu un triomphe. Et là, ça s'est renouvelé avec uniquement des scènes du répertoire contemporain. Enfin, de Peggy à Tennessee Williams. C'était très vaste, mais ça permettait des éclairages et des auteurs plus nombreux. Pardon de cette question, Jean Rochet, mais vous, effectivement, vous faites du théâtre depuis des dizaines d'années, vous avez effectivement formé les plus grands. Quel est l'intérêt pour vous et quel plaisir vous trouvez à former des gens ou à donner des cours à des gens qui n'ont jamais tâté l'art dramatique ? Ah ben c'est très excitant parce qu'ils arrivent justement sans... vous savez, les jeunes, c'est pareil, hein, dans un cours normal en principe, entre 16 et 21 ans, quand ils s'inscrivent, ils n'y ont jamais tâté. Et ça vaut mieux parce que quand il m'arrive de certains autres cours, il faut perdre 1 an à les décrasser, il faut repartir de zéro, ce qui est amusant aussi d'une certaine manière, mais j'aime bien les tissus vierges. Attention, je ne fais pas allusion à M. Fourniret. Quelle horreur. Mais les gens, c'est formidable parce que ce sont des gens, surtout quand ils sont un peu plus âgés, qui sont donc plus près, naturellement, de ma propre culture, de par l'âge. Donc, on peut parler de choses qui sont devenues un peu étrangères à des jeunes, et en parler devant eux, ça mélange après les caractères et les tempéraments, et c'est un apport considérable. Et puis ils y apportent, et ça entraîne ça aussi les jeunes, ça les hausse d'un cran au-delà de ce qui pourrait être qu'une petite envie ou un désir. Il y a d'un coup une ferveur qui se met en jeu, une foi, et ça c'est ce qui est manifeste, c'est ce que j'obtiens en général, à Paris aussi bien sûr. Mais là c'est encore plus sensible du fait qu'on se retrouve seulement tous les 15 jours. C'est vraiment une réunion, alors qu'ils ont tous du travail, ceux qui sont étudiants, et puis les autres qui viennent de La Rochelle ou d'ailleurs. C'est vraiment très excitant, et de leur faire redécouvrir, comme au public, vous savez. C'est pour ça que les masterclass sont fascinantes. C'est de pouvoir faire dire aux gens, quand on vous présente un spectacle qui est fait comme ça, on vous ment, on vous vole. C'est effectivement, avant d'être artiste, on est artisan. C'est effectivement un métier, c'est presque une science exacte. Alors maintenant, quand on parle de ça, étant donné tous les gens à qui on fait jouer la comédie, enfin, croit-on, à la télé ou ailleurs. Et c'est important pour les gens, non pas qu'ils aient un esprit critique, parce que ça n'existe pas, c'est pas un métier, mais un discernement. Vous voyez, qu'ils finissent par comprendre pourquoi une chose qu'ils n'ont pas beaucoup appréciée, c'était normal, parce qu'elle n'était pas faite selon des règles qu'on apprend et qu'on oublie. Mais il faudrait que tout le monde puisse parler un peu le même langage. Il faut éduquer le public, on le méprise tellement. Romain et Julien, que vous dit Jean-Laurent Cochet au premier cours de la masterclass? Quel langage il vous tient? Quel discours? Rappelle-moi plus tard. Comment il vous annonce finalement le déroulement de ces cours et puis leur état d'esprit, leur philosophie? On sent le professionnalisme, parce que moi qui ai toujours fait du théâtre amateur, là du coup on apprend plein de choses. On s'attarde énormément sur quelques élèves, généralement, puisque ces erreurs, l'erreur qu'il va faire comme nous on peut la faire, eh bien Jean-Laurent Cochet va justement lui expliquer ce qu'il ne doit pas faire et du coup ce qu'on ne doit pas faire. Donc on peut penser au début de se dire c'est long, mais en fait non, parce que c'est un cours, c'est comme si on était sur scène et on apprend beaucoup. Que la personne qui passe sur scène, même sur 3 heures de dire par là que je parle beaucoup. Ouais. On a remarqué, hein. Difficile à décrasser, Romain? Oh non, Non, pas trop. Ah non, au contraire, puisqu'ils sont là, parlons d'eux. Non, il est arrivé avec le petit danger qu'il y a toujours quand on a ce qu'on appelle des dons. Parce que les dons, c'est dangereux, parce qu'on sent que les choses sont plus faciles, et on peut très vite dire un petit texte en fin de repas, et puis on ne travaille pas parce qu'on a des dons, puis après on disparaît. C'est très rare que les dons soient vraiment un atout. Mais il a en lui cette espèce de sève du comédien. En plus, ce qu'ils sont nombreux à avoir ici, à Paris un tout petit peu moins, en n'analysant pas ça, ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute. Ils ne sont pas dispersés, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a un esprit qui circule entre eux qui est vraiment quelque chose de très exaltant. On sait justement ce qu'on dit sera reçu par tout le monde.
Voilà, on a amené, sinon les meilleurs, mais quand même parmi les meilleurs, pour vous faire honneur. Et Julien, c'est pareil, il n'y a pas de problème avec eux. C'est vrai que cette qualité d'écoute, qui est la chose qui se perd en ce moment, c'est ce qui les aide le plus. C'est-à-dire qu'une chose dite à un autre, ils la prennent à leur compte. Vous savez, c'est le vrai phénomène de sympathie, soyons un peu pédants au sens grec. On ne dit pas qu'une table est sympathique, si, des gens le disent, mais c'est le moyen de prendre la place de l'autre sans cesser d'être à la sienne. Donc se mettre à la place du public et puis en revenir au personnage, se mettre à la place de celui qui indique et puis reprendre ça après à son compte, c'est toute la base du travail technique sensible. Alors la base de votre travail, de votre enseignement, ce sont notamment les fables de La Fontaine. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, juste après le journal présenté dans un instant par Edwige Richard. À tout à l'heure. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de la grande émission. Nous sommes toujours avec Jean-Laurent Cochet, metteur en scène, accompagné de deux de ses élèves, Julien Coquet et Romain Trichereau. Et puis Alix est également avec nous. On va retrouver dans un instant Grégoire au manoir de Poncet, à Saint-Martin. Saint-Marc-des-Prés, pas Saint-Martin-des-Prés. Je le disais juste avant le journal, Jean-Laurent Cochet, la base de votre enseignement sont donc les fables de La Fontaine. Oui. C'est selon vous la meilleure manière de raconter, de se raconter ? Exactement, vous venez de me voler le mot parce que c'est notre métier. Un de mes merveilleux professeurs, car j'en ai eu beaucoup, disait le comédien raconte qui il est. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2 mots, parce que ça prendrait des mois, on ne joue pas, on n'explique pas, on n'aide pas un texte. Au contraire, on choisit dans le texte ce qui peut le ramener à son rang supérieur de verbe. On pourrait se contenter de lire une pièce de théâtre, mais pour qu'elle soit représentée, il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'on lui prête notre présence. Mais justement, sans outrer ce qui est émotion superflue, qui peut nous faire dévier de la fidélité au style, sans de sensibilité, on montre aux gens, regardez comment je joue. Alors ça, pour moi, c'est l'acteur. Vous voyez, il faut savoir faire des choses, mais on n'oublie pas qu'on est en train de faire des choses devant des gens, ça peut aller jusqu'à l'exhibitionnisme. Tandis que le comédien, c'est celui dont on ne sait plus du tout comment ça a été fait, tellement il possède une technique royale, et comme disait Yves Nat, le grand pianiste, il ne faut pas ignorer sa technique, mais il faut l'oublier. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on est sur le plateau, on n'a plus à avoir peur ou à douter quoi que ce soit, à improviser, puisque ça a été travaillé, mais on oublie ça au bénéfice du récit. On se raconte, comme ça on n'a pas à jouer, à surjouer, à mettre une émotion qu'on n'éprouve jamais, puisque notre métier c'est d'être menteur, c'est ça qui est étonnant, c'est de faire éprouver au public des sentiments par lesquels on est passé, mais qu'on n'éprouve plus sur le plateau. Vous êtes des menteurs, Julien et Romain? Vous vous sentez menteurs? Bon, toujours un petit peu, mais comme les fables racontent des choses, en l'occurrence des choses qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Les circonstances de la vie. Donc on trouve toujours des situations qui nous correspondent et auxquelles on peut se raccrocher pour raconter cette histoire-là. Vous n'avez pas été un peu désarçonné, au départ, qu'on vous fasse travailler sur les fables de La Fontaine, qui sont des choses qui remontent à très très loin, parce qu'on travaillait ça à l'école. On peut être surpris au début, puis finalement, quand on commence à les travailler, on se dit qu'on les a appris à l'école de façon complètement illogique, complètement... Sans parfois les comprendre même. Et du coup, on peut s'attarder très très longtemps sur une fable. Ça peut être très ennuyeux, une fable, si on la raconte mal. Si on la raconte mal, c'est mortel. Ouais, c'est mortel. Si on ne sait pas pourquoi ça a été écrit, et comme le pourquoi, c'est le rôle du comédien, le comment, c'est la technique, puis après vous l'oubliez, et il n'y a pas mieux, parce qu'il voulait, d'ailleurs La Fontaine, son but, son grand rêve était d'être auteur dramatique. Il l'a été, il a écrit de jolies pièces qu'on jouait avant à la Comédie Française, jusqu'au jour où il a fait une fable, sa première fable, Le Coq et la Mouche, qui a eu un tel retentissement que le roi lui a dit allez, continuez. Et donc il l'a fait en homme de théâtre. Mais ce qui a créé beaucoup d'erreurs, c'est qu'on s'est mis à tomber dans toutes les fautes qui consistent. Le lion dit un jour mes chers amis, puis on joue le lion, ça c'est une bêtise infamante, naturellement. Quand vous racontez un film à quelqu'un, vous dites pas à ce moment-là, John Wayne, il a dit oui, viens chérie. Et puis, donc il faut le raconter de la même manière, c'est ça. Vous dites que si on conseillait à un ami d'aller voir un film, c'est ça. Si j'avais envie de surprendre un petit peu en enchaînant avec une fable sans que les gens s'en rendent compte, il suffirait d'enchaîner comme ça et en vous disant, vous savez, Dieu fait bien ce qu'il fait, le jour et hop, j'enchaîne avec le gland et la citrouille. On départ les titres d'abord, et puis on imagine une discussion avec quelqu'un qui est en contradiction avec nous, ce qui est la base de toute situation dramatique, et puis petit à petit on s'échauffe en disant mais moi je ne crois pas ça, je vais te donner une anecdote, et la fable n'est qu'une anecdote.
Alors le texte est beau, c'est en plus, mais on raconte qui on est, c'est-à-dire quel est le sentiment qui nous donne envie de raconter cette histoire pour convaincre. Et ça, personne ne l'a mieux fait que La Fontaine. Puis il y a une variété à tous les sujets. Quand on a bien travaillé plusieurs fables de La Fontaine, on est prêt à aborder presque tous les emplois de théâtre. Ah oui. Ah ben oui. Mais c'est un but de bien savoir dire les fables dans le cadre de vos cours. Ah oui. Ouais. Si on sait dire une fable, on peut après. Il y a d'autres problèmes qui se créent de manière annexe, mais on peut jouer les personnages correspondant aux sentiments qu'il y avait dans cette fable-là. Une jeune première, si on veut lui faire travailler une scène de Marivaux, ben on commence par lui faire travailler Tircis et Amarante ou L'amour et la folie. Un homme qui a beaucoup de poids, qui est fait pour aborder les grands emplois tragiques, on lui fait travailler le président du Danube. Mais n'empêche que tragédien ou jeune première, ça se raconte comme une histoire qu'on pourrait se raconter au café. C'est comme ça, il faut faire croire aux gens que c'est complètement réinventé et qu'on le réinvente avec des mots qui sont simplement en général plus riches que ceux du quotidien. Alors, merci beaucoup Alix. Alors on parlait tout à l'heure des fables de La Fontaine, la base de l'enseignement de Jean-Laurent Cochet. Alors on va faire une petite lecture de fables, enfin pas lecture même. Romain, vous voulez vous lancer? Moi, je commence par Alix. Par Alix. Alix qui ressemble, elle était très jolie elle aussi, je ne sais pas pourquoi je dis elle était, parce qu'elle vit toujours, à Marlène Jobert. Ça vous dit Oui. Non, simplement parce que je voudrais que vous nous disiez, vous allez certainement faire obligatoirement, comme tout le monde depuis des siècles, une petite faute. Et comme ça, on pourra dire, voilà comment on ne fait pas la faute. D'accord. Le premier vers du Le Corbeau et le Renard. Le Corbeau et le Renard, vous voulez dire l'histoire du maître corbeau sur un arbre perché? Voilà, qui et tenait donc dans son bec un je vous fromage. arrête tout de suite. Ce qu'elle a de formidable, c'est que la note est admirablement juste. Vous voulez dire l'histoire d'un corbeau sur un arbre perché? Bon, la note est ouverte. Et quand on raconte une même histoire, une même situation, la note ne change jamais. Il y a à l'intérieur des ruptures. Mais je voulais vous prendre en faute. Voilà un petit exemple. L'exemple type de ce qu'est une préfinale et une réaccentuation. Alix nous a dit « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que c'est qu'un arbre perché ?» Il n'y a pas d'arbre perché. Il y a Maître Corbeau qui est perché sur un arbre. Oui, voilà, donc, parce que c'est toute la langue française, quand elle est bien écrite en introversion, comme ça, donc c'est Maître Corbeau sur un arbre, perché, tenez. Voilà, la seule petite différence. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, comme quand à l'école, c'est une catastrophe. Mais catastrophe. On l'a dit tous comme ça. On ferme tous ses sens, tenez dans son bec un fromage. Point, c'est fini. Mais ce qu'il y a de bien, vous l'avez merveilleusement pris en marche, comme ça. Et vous savez, j'ai redécouvert en travaillant avec les élèves de Vendée, et ceux de Paris en ont profité, je leur fais presque uniquement faire ce travail sur les fables, avec d'abord leurs mots, lui en est un jongleur, et puis après, petit à petit, comme je vous le disais, on en arrive au mot de l'auteur, mais ça permet de révéler les caractères en même temps, de laisser s'épanouir le vrai tempérament du comédien, et il va nous en donner un exemple, peut-être. Eh bien, le rat de ville et le rat des champs. Donc, eh bien, il y a... Salaud, tu sais très bien qu'on ne dit pas les titres. Non, c'est vrai. Il a peut-être fait exprès pour me permettre. C'est pour ça. C'est un cours. Parce que sinon, si tu annonces ça comme ça, les gens se disent « Oh, une conférence, c'est foutu ». Donc Romain ne fait plus partie des cours de Jean-Laurent Cochet à partir d'aujourd'hui. Eh bien, il y a bien longtemps, le rat de ville invita le rat des champs, de façon fort civile, il faut le dire, à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie magnifique, le couvert se trouva mis, formidable, et le régal fut fort honnête. Alors là, rien ne manquait au festin. Mais, soudain un bruit, brusquement, et là, le citadin fit. Le campagnard surpris, le suit, bon. Puis le bruit cesse. Le citadin revient et dit « Achevons tout notre euro. »« Ah, c'est assez, dit le rustique. « C'est assez, demain on mange chez moi, parce que chez moi on mange tranquille, peinard. C'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais... Adieu donc, fit du plaisir, que la crainte peut corrompre. » C'est formidable. C'est magnifique. C'est formidable parce que, vous voyez, on écoute, c'est tout. C'est incroyable. C'est ce qu'il faut obtenir de l'histoire. Puis la voix en plus, il tient la voix. C'est déjà toutes les qualités d'un interprète. Mais vous voyez, il a pu entremêler des mots, on se demande plus s'ils sont de La Fontaine ou pas. Exactement. On suit l'histoire et le sentiment à travers. Julien, une courte? Oui, ben moi, je peux parler. Passe plutôt dans un musée, le Louvre, maintenant que j'ai la chance de pouvoir visiter régulièrement à Paris. Et donc, on exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. En les regardant, forcément, en tirer gloire. Un lion
en passant, on rabattit leur caquet. Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire, mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Et avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. C'est formidable. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, parfait. On n'a pas l'air de réciter une fable de La Fontaine, voilà l'horreur. Et quand on a compris comment arriver à ça, pourquoi on le fait, je vous dis, on arrive pareil à un personnage, avec simplement le partenaire qui renvoie la réplique. Qu'est-ce qui est le plus essentiel, Jean-Laurent Cochet, le texte ou l'acteur? Ah, alors, le texte, au départ, parce que l'auteur est roi, parce que s'il n'y avait pas de texte, il n'y aurait pas de comédien. Mais c'est justement ça, le vrai paradoxe du métier, c'est qu'il faut puiser, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit très vite tout à l'heure, dans les mots écrits, son propre texte, pour ajouter, alors ça c'est le comédien qui devient le roi à son tour, pour ajouter un texte qui pourrait être lettre morte, ce qui a précédé chez l'auteur, son inspiration pour en arriver à ce texte et à son rythme et à son style et à sa cadence et à son mouvement. Donc en définitive, à partir du moment où on ne peut pas ne pas y avoir de texte, c'est le comédien qui est roi, bien sûr. Mais je dis bien le comédien, hein, je ne dis pas l'acteur qui se sert. Pour vous, c'est très différent. Le comédien vraiment s'efface derrière le personnage. Oui, si ce n'est que là, je vais corriger une toute petite chose. Vous savez, c'est comme beaucoup de critiques, mais des critiques qui ne connaissent pas grand-chose, qui disent très souvent, pour faire plaisir à quelqu'un, à qui ça ne fait pas plaisir du tout, oh, il est bien entré dans la peau de son rôle. Et c'est là que Jouvet disait, c'est une connerie, monsieur, parce qu'un personnage n'a pas de peau. C'est exactement le contraire. Il faut que qu'on prenne le personnage à notre compte, et le personnage devient nous. Mais nous, servant son caractère, son tempérament particulier. Si bien que quand on entre en scène, on n'est plus que le personnage. Et c'est là qu'il y a le mensonge. Alix, vous avez une question? Non, je vous ai écouté. Est-ce que le metteur en scène doit être capable de jouer chaque rôle dans une pièce qu'il met en scène? Ah, mais c'est ça qui est très important. En tout cas, de l'indiquer. Oui, bien sûr. Parce que le metteur en scène, justement, ça n'est que ça. Oublions tout ce qu'on fait maintenant, les mises en scène, tout ce qu'on veut, toute la sauce. Avant tout, c'est un chef d'orchestre. C'est un directeur de comédien. Bien sûr qu'il choisit son décorateur, il monte le spectacle autour, mais un vrai spectacle peut se jouer dans des rideaux noirs et avec des lumières crues, une bougie même, le texte. Et bien sûr, c'est ce que disait Copeau d'ailleurs. C'est le premier qui l'a formulé de cette façon-là, parce qu'avant, c'était des questions qu'on se posait même pas vraiment. Il n'y avait pas de metteur en scène. Vous savez, c'est venu très tard. Villard, par exemple, n'a jamais voulu qu'on dise mise en scène de Jean Villard. C'était régi comme en Allemagne. Et en Angleterre d'ailleurs aussi. Et bien sûr, il faut qu'il dirige, il faut qu'il soit comédien d'abord. Ça, c'est indispensable. Et vous l'êtes. Si on est... Oui, maintenant, oui. Aussi bien pour être professeur d'ailleurs que pour être metteur en scène. En définitive, c'est la même chose. Dans metteur en scène, pour faire respecter l'œuvre et pour aider chacun, une fois qu'il est bien distribué, ça c'est important, à le guider pour qu'il mette en valeur certaines de ses qualités ou qu'il dissimule un petit peu les autres ou ce qui pourrait être des petits défauts dans le rôle. Ça ne peut être qu'un directeur d'acteur et qui devrait pouvoir, il faut qu'il donne l'exemple d'ailleurs. Il faut qu'il puisse jouer une ingénue, c'est ce qui m'amuse tellement quand je fais mes lectures à une voix. Julien et Romain, alors d'abord Julien, vous êtes au cours de Jean-Laurent Cochet à Paris désormais. C'est votre métier maintenant, comédien? Je suis élève pour le moment. Oui, mais élève comédien. Élève comédien, mais je ne passais aucun audition, aucun casting. Je voulais vraiment prendre le temps, comme pour n'importe quel métier, d'apprendre. À partir de quand vous aurez envie de passer le casting? Quand je m'en sentirai... C'est le maître qui dit quand vous êtes prêt? Non. Non, le maître, il peut dire, attends, c'est trop tôt, ne te présente pas sous cet aspect-là. Mais après, on le sent, sent ensemble. Dire, maintenant, tu es assez maître de toi pour affronter ce qu'on appelle encore le trac à cet âge-là, dans une audition, pour te présenter au mieux de toi-même. Ça, ils le sentent à travers le travail, justement, sur les pièces, sur des personnages. Ils deviennent leurs propres personnages. Ils se modèlent comme on modèle un rôle. Et Romain, ce qui vous concerne, donc là, cette année, ça se termine, les cours en Vendée, vous allez peut-être aller à Paris. Vous avez cette envie? C'est une question qui est trop longue à traiter maintenant, je pense. Il le veut, que ses parents soient persuadés, il le veut. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Et M. Cochet est là pour...
Bon, en tout cas, on a été ravis. On aurait pu passer encore 1 heure à discuter. C'était passionnant. Merci Jean-Laurent Cochet. Merci à vous. Alors, je sais qu'au mois d'octobre, Fabrice Lucchini va venir en Vendée pour un spectacle. Vous serez là aussi. Est-ce que vous pouvez nous promettre que vous y allez revenir avec lui sur ce plateau? Nous promettre, c'est difficile, mais ça sera la bonne volonté. Mais vous nous promettez d'essayer de le convaincre. On sera là tous les deux, oui, bien sûr. Vous serez là 2 jours en plus, je crois, en Vendée. Oui, ça lui fera un grand plaisir. Ce sera avec plaisir qu'on recevrait l'un et l'autre. Merci beaucoup. Merci Julien, merci Romain, merci beaucoup Alix, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain dans la grande émission. Je recevrai Joseph Briand, il revient, c'est un Vendéen, il revient d'un raid d'1 mois en vélo au Japon. Voilà, ce sera demain dans la grande émission. Très bonne soirée à vous, à demain. Au revoir.